Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Très bien. Tant mieux parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder avec vous, tant sur le plan national que sur le plan international. On commence par la France qui est donc en train de se doter d'un budget. Bonne nouvelle. Le Premier ministre a finalement décidé d'utiliser l'article 49.3 qui lui permet de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée nationale. Une brutalité, ce 49.3, à l'époque dénoncé à nombreuses reprises par le Parti socialiste lors de l'adoption de la réforme des retraites par exemple, mais qui là est passé comme une lettre à la poste. Et pour cause, les socialistes, 1,7% à la dernière présidentielle, ont obtenu tout ce qu'ils voulaient de Sébastien Lecornu, lui-même bien décidé à permettre à son gouvernement de durer le plus longtemps possible. Qu'en pensent les Français? Ils continuent d'assister désespérés à un spectacle terrible, celui de l'impuissance politique portée à son comble. On va vous entendre là-dessus. Le bras de fer entre Donald Trump et les Européens se poursuit. Le président américain a multiplié les critiques envers notre vieux continent qu'il dit ne plus reconnaître et qui est selon lui sur la mauvaise voie, notamment sur le plan migratoire. La France est particulièrement visée, son président Emmanuel Macron, raillé quotidiennement désormais par Donald Trump. On se posera aussi, Michel, la question de la torpeur, voire de l'apathie des Européens pendant des années, en pensant que l'aide américaine, le parapluie américain était éternel. Comment sortir de cette impasse et retrouver une partie de notre souveraineté? Le baroud d'honneur des agriculteurs, ils se sont réunis cette semaine devant le Parlement européen de Strasbourg pour tenter une dernière fois de s'opposer à la signature de l'accord de libre-échange du Mercosur. Alors ils ont obtenu une semi-victoire puisque les eurodéputés ont décidé de saisir la justice européenne et donc de mettre un coup d'arrêt temporaire au Mercosur. Pour autant, quel avenir pour nos paysans? Marine Le Pen devant ses juges, la triple candidate à la présidentielle s'est longuement expliquée sur l'affaire des assistants du Parlement européen, en reconnaissant certaines erreurs, mais en niant tout système de détournement d'argent public. Son procès doit durer jusqu'à la mi-février. Ce sont donc 3 juges, Michel, qui vont décider de la physionomie de la présidentielle de 2027 et si elle pourra se présenter ou pas. Qu'en pensez-vous? C'est une question vastement démocratique. Un mot, à votre demande, de l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI, condamné à mort par la Convention, c'était en 1793. « Je meurs innocent », a-t-il déclaré avant que sa tête ne roule dans le panier du bourreau. Quelles leçons en tirer pour notre époque troublée? Enfin, le point philo, Michel, va nous amener vers Albert Camus et ses chroniques algériennes, Actuel 3, chroniques algériennes 1939-1958. À l'heure des relations délétères avec l'Algérie, Camus permet de penser, dites-vous, nos deux pays, non pas sur le mode seulement de l'idéologie, mais aussi sur celui du réalisme méditerranéen. Très beau programme pour cette émission. On commence, Michel, par ce budget 2027. Non, 2026, je vais trop vite. 2027, ça sera encore une autre affaire. Celui de 2026 a été arraché au forceps par Sébastien Lecornu avec des mesures très coûteuses qui ne conviennent pas vraiment à tout le monde. Mais au moins, voilà, cette pantalonnade budgétaire va se terminer. Le premier des 3 volets a été adopté par 49.3, c'est-à-dire sans vote du Parlement, je le disais tout à l'heure. On écoute Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser. Je le donne au Parlement et j'engage la responsabilité du gouvernement pour ce faire, parce qu'une fois de plus, on est la France. Et donc je pense qu'on va arrêter de se donner en spectacle devant le monde entier pendant de nombreuses semaines et nous permettre de donner un budget à la nation. Est-ce qu'on va arrêter de se donner en spectacle aux yeux du monde entier, Michel Onfray, selon vous? Pas avec ces gens-là qui se donnent en spectacle depuis des années. D'abord, je trouve que ce monsieur qui n'arrête pas de dire qu'il est gaullien ou gaulliste, oui, nous fait la démonstration qu'en peu de temps, je ne sais pas, il est au pouvoir depuis quelques mois. Enfin, il a déjà renié 2 fois. Vous allez me dire, il y a 3 fois normalement dans les évangiles avant la condamnation définitive, mais une première en disant que il démissionnait et que c'était pas la peine de compter sur lui pour revenir, que lui, il savait ce qu'était le général de Gaulle. Son gaullisme aurait donc consisté en une renonciation au pouvoir, en une démission. Et puis, 4-5 jours après, il revient en disant « Le président de la République m'a demandé, je ne peux pas faire autrement. Ça ne se refuse pas. Écoutez, moi j'ai le sens de la nation, etc. » Et pas le violon. Arrêtez avec le violon. Le pipeau. Il a fait semblant de jouer du violon, Michel Onfray. Le pipeau gaullien, pour nous expliquer que... Voilà. Et puis, première chose. Deuxième chose, je ne vais pas utiliser le 49.3 parce que de toute façon, c'est pas comme ça que j'entends la politique. Les Français nous ont fait savoir que ceci, que cela. J'ai un petit papier là que je vais utiliser pour lui rappeler à ce monsieur ce que les Français lui ont fait savoir et ce dont il se moque éperdument en disant les Français m'ont fait savoir que, donc voilà, il faut faire de la politique autrement maintenant, et voilà. Donc on va faire du parlementarisme.
Bonjour le gaullisme. C'est la 5e République, c'était très exactement fait pour éviter la 4e. Et lui dit on va refaire la 4e et vous allez voir, ça va marcher. On va se parler, on va discuter, on va se faire des tables rondes, des tables carrées, des tables triangulaires. On va tout faire pour qu'on puisse s'entendre, etc. On ne peut pas s'entendre avec des gens qui se détestent politiquement, je dirais. Et le troisième renoncement ? Non, le troisième renoncement, c'est celui qui, avant que le coq ne chante, la trahison de Saint-Pierre. Et donc, je voudrais juste, parce que dans le couloir, j'ai repris mon téléphone. Vous avez potassé, tu veux le dire à nos auditeurs téléspectateurs, vous avez travaillé. Vous voulez dire que je ne travaille pas habituellement. Si, toujours. Mais là... Non, mais là, je me suis dit, ça fait plusieurs fois que j'y songe, parce que tout de même, on vit sur des trahisons du peuple depuis très longtemps. D'abord, je pense qu'on a bricolé des trucs en 1992 pour laisser croire que l'Europe maastrichtienne, c'était l'avenir, le futur, etc. On a vu. En 2005, le peuple a dit « nous ne voulons pas de ce traité constitutionnel » et on a dit « vous l'aurez quand même ». Et la gauche et la droite réunis en 2008 disent « traité de Lisbonne » et on va faire voter le Congrès, c'est-à-dire les élus, sénateurs et députés contre le peuple, ce qui s'appelle un coup d'État. Là, on met effectivement le peuple de côté en disant ça va bien. Et puis, les chiffres, effectivement, parlent d'eux-mêmes. Et là, quand on nous dit, mais difficulté de ceci, difficulté de cela, mais il n'y a pas de difficulté tant qu'on n'écarte pas le peuple. C'est ça le gaullisme. On demande au peuple ce qu'il souhaite, et puis on dit, vous voulez ceci, vous voulez cela, vous êtes premier, deuxième, etc. Vous prenez Wikipédia. Wikipédia, on vous dit, voilà, la France insoumise, on vous donne un ordre. Et puis vous avez les chiffres, et quand vous regardez les chiffres, c'est pas l'ordre de celui qui nous est présenté, de ce qui nous est présenté sur Wikipédia. L'ordre véritable, c'est quoi ? C'est Rassemblement National, 10 713 202 voix. Numéro 1 sur le podium. Numéro 2 sur le podium, le Nouveau Front Populaire, 7 279 352. Numéro 3 sur le podium, c'est-à-dire les derniers. Ensemble, Attal et la liste macronienne, 6 926 650. C'est très clair. C'est très clair. Vous avez un ordre d'arrivée et on a dit pas les premiers, pas les deuxièmes, mais les troisièmes sont les premiers. Ça s'appelle un déni populaire. 10 minutes après les élections, Mélenchon arrive en disant nous sommes arrivés en tête. On a gagné. On a gagné et personne n'a dit non, on n'avait pas gagné du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est vraiment gaulliste et gaulien ? Soit on démissionne en disant je n'accepte pas ça, mais finalement vous avez voté donc Premier ministre issu de ceux qui sont arrivés en tête, et puis je m'en vais. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la République. Tous ceux qui me diront que je suis fasciste d'extrême droite après m'avoir dit ça sont tous des gens qui détestent le peuple. Tous des gens qui méprisent le peuple. La dissolution n'aurait pas dû être faite, il l'a faite sur un coup de tête, il l'a perdu, et il nous dit comme toujours, je gagne. C'est-à-dire qu'à part les élections présidentielles qu'il gagne dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire l'espèce de goulot d'étranglement qui fait que finalement Marine Le Pen, qui est présentée comme spécialiste des chats, fort sympathique, 15 jours avant le deuxième tour, est une résurgence d'Adolf Hitler et l'incarnation de Radour-sur-Glane toute seule. Et donc il y a des gens qui finissent par se dire oui d'accord, on va voter comme ceci, on va voter comme cela. Puis la deuxième présidentielle, de toute façon, il n'a même pas fait campagne. Il a juste dit écoutez, moi les guerres c'est mon affaire, je gère le problème de l'Ukraine, j'ai autre chose à faire que de faire une petite campagne présidentielle, etc. Puis finalement on a eu un truc. Au fait il se réveille ce matin, il est toujours président de la République, mais à chaque fois il a perdu les élections. Les élections européennes, il les a perdues. Les élections législatives, il les a perdues. Enfin, il perd toutes les élections. Et on continue à nous dire, c'est difficile. Non, c'est difficile parce que ces gens-là font ce que Philippe de Villiers a utilisé pour faire son titre, un populicide. C'était un mot, et il l'a dit, de Gracchus Babeuf. Mais c'est un populicide perpétuel, cette panade qu'on nous présente. S'il y a un problème, c'est parce qu'ils méprisent le peuple, ces gens-là. Après, on peut dire on méprise le peuple, et puis, comme le font les gens à France Inter, je ne sais quoi, en disant on ne veut pas entendre parler de ces gens-là, c'est des fascistes et des nazis, on ne devrait même pas leur donner la parole, disent certains journalistes, sous prétexte de cordon sanitaire, on devrait interdire les paroles de je ne sais qui, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Mais la démocratie, c'est ça. Après, on peut dire qu'on n'aime pas la démocratie, mais nous sommes dans un déni de la démocratie perpétuel. Et notre gaulliste de service, là, est lui aussi dans le déni démocratique, et encore plus dans le déni gaulien. On va écouter un deuxième extrait de Sébastien Lecornu, justement où il parle du RN et de LFI. Il les traite de tireurs embusqués, de saboteurs. Écoutons-le, puis on se demandera qui a donné la poudre pour les saboteurs. Je rappelle que les ministres et le gouvernement ne siègent pas dans cette commission. Des échanges avec les ministres et les formations politiques entre Noël et le jour de l'an qui ont laissé à montrer qu'un chemin était possible. Une reprise des débats en commission à l'Assemblée nationale, avec très vite un raidissement, et je l'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises, des tentatives très claires de pression, de sabotage, notamment de la part de la France Insoumise et du Rassemblement national, puis progressivement la désertion de certains groupes politiques qui, jusqu'alors, bien que groupes politiques dans l'opposition très exigeants
avaient accepté de mener un travail de fond, je pense aux écologistes et aux communistes. Ils ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte, mais enfin que je ne comprends pas, je les respecte mais je ne les comprends pas, c'est de ne plus venir à ces réunions de travail depuis le début du mois de janvier. On est en face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. Michel, on vient d'entendre Sébastien Lecornu. Des saboteurs, dit-il, à propos du RN et de LFI. Ils ont saboté quoi exactement ? C'est lui le saboteur. Je veux dire, quand on est prétendument gaulliste et qu'on est arrivé 3e, on ne dit pas j'accepte d'être Premier ministre d'abord, avant de commencer par dire qu'on démissionne. Puis de rester malgré le fait qu'on ait dit qu'on allait démissionner. Donc on dit je ne peux pas accepter, c'est un déni des démocraties que de nommer Premier ministre, jadis M. Bayrou, d'abord Michel Barnier, ensuite M. Bayrou et ensuite lui, tous minoritaires. Je rappelle les chiffres, ils sont arrivés 3e. Ils sont arrivés 3e. Quand vous allez aux Jeux Olympiques et que vous êtes 3e, on ne vous donne pas la médaille d'or. Donc on vous donne une médaille de bronze. Et puis voilà. Et ce monsieur n'est pas légitime, pas plus qu'Emmanuel Macron n'est légitime quand il a nié le résultat de la dissolution des législatives qui ont eu lieu après la dissolution, qu'il a décidé tout seul, sur un coup de tête, parce que monsieur n'était pas content. Donc quand on fait de la politique, on respecte le peuple, et ils ont bien de la chance, ces gens-là, que le peuple ne bouge pas. De toute façon, quand ils bougent un peu, ça s'appelle les gilets jaunes, on leur arrache un œil, on leur arrache une main, et quand ça s'appelle un paysan, on a des policiers qui leur arrivent dessus avec une arme et qui les mettent en joue avec des pistolets. Et puis de temps en temps, un coup de matraque sur les vitres des tracteurs pour massacrer les instruments de travail l'instrument de travail du paysan. Donc le peuple, lui, il regarde les trains passer, il se dit, on a voté, mais à chaque fois qu'on vote, on nous dit allez vous faire voir avec votre vote. C'est lui qui était légitime. S'il y a vraiment des gens à insulter aujourd'hui, c'est ni le Rassemblement national qui fait son métier, ni le Nouveau Front populaire qui fait son métier aussi. Ce sont des opposants, ils s'opposent. Et puis voilà. On aura l'occasion de reparler de la politique nationale et de ce triste spectacle dans nos prochaines émissions, Michel. Parlons un tout petit peu aussi de ce qui s'est passé sur le plan international. Une semaine un peu mouvementée, notamment en Suisse, à Davos, au Forum économique de Davos. Il y a eu de nombreuses déclarations, à la fois du président Macron, que l'on va entendre tout à l'heure, du Premier ministre canadien aussi, McCartney, et du président Donald Trump, qui a une nouvelle fois souligné le fait que les pays européens sont en train de changer de visage et qu'il les trouve méconnaissables. On écoute Donald Trump. Certains pays d'Europe ne sont plus reconnaissables, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. On peut en débattre, mais c'est la réalité. Je ne veux insulter personne, vraiment, je ne reconnais pas certains de ces pays. J'aime l'Europe, bien sûr, je veux que l'Europe se porte bien, mais la direction générale n'est pas bonne. Voilà, alors il fait évidemment allusion à l'immigration et au fait que nos pays sont en train de changer de culture. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray ? Oui, il aime l'Europe comme les Américains aiment la dinde à Thanksgiving. C'est-à-dire que c'est quand même une vieille histoire, l'histoire des États-Unis. 250 ans aujourd'hui, c'est-à-dire peanuts, rien du tout chez nous. Vraiment, nous, ça démarre avec la grotte de Lascaux, avec Cosquer ou avec Chauvet, quoi. Donc, c'est un pays impérialiste et c'est comme ça depuis le début. Moi, je me souviens à l'époque... Bernard-Henri Lévy faisait un combat des anti-américains. Il parlait de l'anti-américanisme primaire. On a le droit d'avoir... qu'on va entendre le général là-dessus, le général de Gaulle. Je vous ai trouvé une archive qu'on n'a jamais dit. Formidable. Et moi qui suis gaulien, et puis qui suis normand, et qui sait depuis très longtemps ce qui s'est passé le 6 juin 1944, c'est-à-dire pas du tout... d'entreprise de libération, le jour le plus long, pas les violons, mais le ça pipeau. A existé quand même. Le pipeau, ça a existé parce qu'il y a eu Pearl Harbor et parce que les Américains se sont dit nous allons faire cette guerre sur le territoire européen pour éviter que les Allemands qui sont en train de travailler à la bombe atomique puissent nous atomiser à New York et à Washington. Et ils avaient à l'époque des avions à réaction, les nazis. Ils avaient d'ailleurs des gens qui travaillaient à ce programme, notamment des gens qui, comme Werner von Braun, leur ont permis d'aller ensuite sur la Lune. Je rappelle qu'il n'y avait pas une détestation à ce point-là des nazis, puisqu'ils avaient prévu, les Américains, de travailler en France avec les préfets et les sous-préfets pétinistes et vichistes et maréchalistes pour pouvoir installer un régime d'occupation. L'AMGOT, AMGOT, Administration militaire des territoires occupés. Ils avaient l'intention, ça s'appelait l'invasion d'ailleurs de leur côté, l'opération, et ça s'appelait Overlord, c'est-à-dire vassalisation. On ne peut pas dire que quand on vient vassaliser un peuple, on s'en vient le libérer. Non, on s'en vient l'occuper. C'est bien de le rappeler à chaque fois. Je le rappelle. Nos auditeurs et les spectateurs comme ça le savent. Et il y en a un qui nous dit, dans cette aventure, ça ne va pas se passer comme ça, il s'appelle Charles de Gaulle. Et donc c'est lui qui fait savoir que ça ne se passera pas comme ça, que l'Amérique ne va pas vassaliser la France et que l'Amérique ne connaît que des relations de vassalisation. J'ai fait un livre sur Tocqueville et les Indiens, j'ai appelé ça Tocqueville et les Indiens, et je m'étais intéressé à cette question de la création des États-Unis, de la constitution des États-Unis, et ça se constitue sur un génocide.
Là, pour le coup, on utilise le mot n'importe comment quand il s'agit d'Israël, mais le génocide, c'est la destruction programmée d'un peuple. Donc, vous détruisez tous ceux qui vous gênent, et vous avez des gens qui sont les Amérindiens. La semaine dernière, nous avons, personnellement, je ne vais pas vous impliquer dans mon combat, mais j'ai défendu les Inuits, moi je défends les peuples premiers. Et qu'est-ce qu'on a fait des Indiens? On les a poussés de la côte Est à la côte Ouest, et quand ils sont arrivés au bord de la mer, on a tout détruit en même temps que les bisons. Et aujourd'hui, ils sont alcoolisés, ils boivent des sodas, ils sont obèses, et ils sont dans des réserves, et de temps en temps ils sortent leurs plumes et ils serrent les mains des sénateurs américains, ce genre de choses. On a détruit ce peuple. Enfin, les Américains ont détruit ce peuple. Ils ont également détruit le mode de vie français. Je veux dire que quand il dit aujourd'hui « je ne reconnais plus l'Europe », mais c'est l'Europe que ces gens-là ont fait. Ils ont fabriqué cette Europe-là. Quand les Américains arrivent, ils donnent du chewing-gum, ils ont les fameux les Ray-Ban de notre chef d'État actuellement. On a le cinéma crétin là, qui arrive, on a la bande dessinée qui remplace Victor Hugo, on a le jazz qui remplace Debussy et Ravel, etc. C'est merveilleux aussi le jazz. Oui, d'accord, c'est merveilleux, mais quand il n'y a plus que ça. Et quand ça devient du free jazz, pas exactement la même chose, mais je veux dire qu'il y a un mode de vie américain, le fameux American Way of Life, qui s'est installé en France. Et si l'Europe a changé, bougé, comme le dit fort justement Trump, c'est sous l'influence des Américains. C'est une France qui s'est américanisée, malgré le départ, malgré le fait que le général de Gaulle ait refusé. Il a refusé un temps. Et après, quand Giscard a été élu, il s'est passé quoi? Le premier discours que Giscard fait, il le fait en langue anglaise. On ne peut pas mieux dire qu'on prend la langue de l'occupant. Et puis voilà. Quand Jacques Attali écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?», nous avons la réponse, presque la réponse à la question. Du moins, nous savons qui est en train de finir dans la compétition en tête. Les Indiens sont très importants d'un point de vue démographique, mais ils n'ont pas de volonté impériale et impérialiste. Ils ont une volonté idéologique avec l'hindouisme, une lutte. Là, on parle de l'Inde. Je parle de l'Inde, oui. Les Chinois, ils ont une volonté impérialiste. Les Russes n'ont pas une volonté impérialiste en dehors de l'espace russe, grand russe. Ils veulent refaire l'Empire quand il a été dans ses plus grandes dimensions. Donc il n'est pas du tout question d'arriver jusqu'à Brest. Notre Brest, pas Brest-Litovsk. Notre Brest, c'est pas du tout leur... Eux, ils veulent reconstituer un empire. Je ne dis pas que c'est bien. Les Chinois, ils ont un désir d'empire universel par le commerce. Vous savez, ils jouent comme ça, avec des jeux incroyables, et à un moment donné, paf, c'est fini. Vous n'aimez pas dire échec. Quand vous dites échec, ça veut dire échec et mat. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et il le sait très bien, Trump. Donc le combat, c'est pas... même Trump n'est plus... Il est hors jeu. C'est pas son aventure, c'est pas son affaire, lui. J'ai dit Trump? Non, oui, Poutine. C'est Poutine. Hein, Poutine n'est pas dans cette aventure. C'est Trump et la Chine. C'est ça qui se joue avec ces deux-là. Et la question du Groenland, par exemple, c'est pas évidemment la question nous en avons besoin pour notre sécurité. C'est les métaux rares qui lui permettent... Alors il n'a pas tort de le dire comme ça, parce que c'est les métaux rares qui lui permettront d'obtenir des vitesses supersoniques supérieures aux vitesses supersoniques des lanceurs d'engins atomiques qui permettent de gagner la guerre. C'est aussi simple que ça. Je veux dire un bout de glace. Moi, je veux juste un petit bout de glace, comme si c'était un enfant qui demandait une glace à sa maman et à son papa. Non, il veut les métaux rares pour pouvoir concurrencer les Chinois qui ont gagné cette guerre. C'est-à-dire que Trump, moi j'attaque moins Trump que ceux qui l'ont rendu possible. C'est-à-dire qu'il est fort de notre faiblesse. C'est parce que les Biden et autres, les Obama en amont, les Clinton et autres ont mené toute cette politique à l'endroit de la Chine qu'on les a laissés faire. Et également à l'endroit de la Russie, parce que la Russie, elle aussi, ayant besoin de ces métaux rares, même s'ils ont une Sibérie qui le leur permet, sont allés voir du côté des sous-sols africains. C'est pourquoi les Russes sont aussi présents, les Chinois sont aussi présents en Afrique. Et pourquoi nous n'y sommes plus, puisque nous avons tous peur de Mélenchon et ses copains, parce que dès qu'on aurait mis un conseiller technique, on aurait été les colonialistes, ce genre de... Nous avons perdu sur tous les camps. Nous avons perdu l'Afrique, nous avons perdu les relations avec les pays internationaux, nous avons perdu même l'Europe qui ne ressemble à rien, qui ne ressemble plus à rien. Et Trump, il arrive juste là et puis il dit, mais je vais vous raconter La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. On va écouter Emmanuel Macron. Lui aussi était à Davos. Oui. Pas au même moment, ils ne se sont pas vus. Le président français a un problème à l'œil qui l'a contraint à porter des lunettes miroirs. Écoutons-le, il dit, il faut garder son calme. Qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. Et donc, on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important. C'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons,
mais sans se laisser impressionner non plus. Je dirais que c'est un allié encore, Donald Trump, quand il parle comme ça, quand il fait fuiter vos... C'est à lui d'apporter la réponse. Ce ne sont pas tout à fait les comportements qui vont avec, en effet, cette qualification. Voilà, Michel Onfray, pour Emmanuel Macron, qui dit, effectivement, il faut garder son calme. Oui, il le traite de brute quand même. Je dis, voilà, pour quelqu'un qui veut garder son calme, une entorse à son propre règlement. Mais c'est Emmanuel Macron, personne ne le croit. Donc là, c'est du discours dans le genre même pas peur. Il nous dit juste ça. Puis d'abord, dis-moi quelles sont tes lunettes, je te dirai qui tu es aussi. Il nous la joue Top Gun. Moi, j'aime beaucoup Top Gun. Il a un problème à l'œil. Enfin. Oui, d'accord, mais c'est pourquoi je dis, on peut avoir des problèmes à l'œil et puis avoir des lunettes. Je ne suis pas contre ça, évidemment. Mais Bruno Retailleau, Philippe de Villiers, le général de Gaulle ont porté des lunettes quand ils ont eu des problèmes. Et Philippe a eu un problème grave à l'œil et il a porté des lunettes teintées. Il n'a pas joué Top Gun. C'est pas Tom Cruise, quoi. On le voit de temps en temps, il n'a pas fait de service militaire et ça s'honore. Hein. Enfin, moi je porterais pas un uniforme comme ça, c'est honorable. On ne prend pas la casquette d'un commandant en disant tiens ça m'amuse ou ce genre de choses, etc. J'entends sur la forme. Donc, sur le fond. Non, le fond c'est de la forme qui remonte à la surface, etc. Disait Victor Hugo, et donc la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Mais là il a choisi. Vous avez 10 communicants qui lui expliquent quelles lunettes. Alors il a des problèmes aux yeux. Je lui souhaite de recouvrer rapidement la vue, voire la double vue, voire la longue vue, ce serait mieux qu'il puisse lui arriver. Vous avez des gens qui disent non, celle-ci c'est des lunettes, ceci c'est des lunettes. C'est des lunettes françaises. Hein. Oui, mais qui ça ressemble quand même à une autre marque qui n'est pas du tout. Voilà, mais tâchez de me trouver des lunettes américaines fabriquées en France, quoi, qui ressemblent au look américain, mais pourvu que ce soit français que je puisse dire, etc. C'est de la communication. Mais il y a de la communication non verbale qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que quand il se fait mépriser quand Emmanuel Macron se fait mépriser par Donald Trump, il accepte l'humiliation, il dit rien. Lors du premier mandat de Trump, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, il le tire par la main comme un père de famille, il amène son petit garçon rétif à l'école en disant tu viens, et puis voilà quoi. Et puis on le voit arriver, et l'autre lui dit bah, t'as des pellicules. Ou il en a ou il n'en a pas. Il peut avoir des pellicules, c'est pas grave. Mais on n'autorise pas le chef de l'État à faire ce genre de choses. Alors on a l'esprit de répartie, immédiatement, en disant « mais vous en avez beaucoup plus que moi », puis on fait le même geste si on veut être sur la même logique. Mais lui, il fait de l'éthologie, Donald Trump. Il sait très bien comment les animaux se comportent, ou il en fait. C'est un animal qui sait naturellement comment en faire, puisque c'est de la testostérone en permanence, cet homme. Mais il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il se fait humilier en permanence. Il dit on ne va pas se faire humilier comme ça, et puis voilà. Ça n'arrête pas. Jusqu'à ce que Trump dise à Davos, mais sur l'histoire des médicaments, je lui ai dit, tu vas m'obéir. Il m'a dit non, c'est pas possible. Si, tu vas m'obéir, tu vas changer. Fake news, avait dit l'Élysée. Oui, fake news. Bah, heureusement qu'il a la possibilité de mentir lui aussi. Mais et puis, comme tout le monde ment à ce niveau-là de responsabilité, on voit bien comment ça fonctionne. Mais la France n'est pas respectée parce qu'elle n'est pas respectable. Je veux dire, du moins par ceux qui l'incarnent. Quand vous trahissez ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous trahissez le peuple, quand vous mentez au peuple, quand vous dites au peuple votez, mais finalement je mets votre vote à la poubelle, vous n'êtes pas crédible. Alors si vous êtes franchement un dictateur, l'affaire est claire. Si ça se passe en Russie, on sait bien que les élections ne sont pas démocratiques. Mais chez nous sommes arrogants, suffisants et prétentieux pour expliquer la République, la démocratie, c'est nous, et puis à part les Grecs, c'est nous qui l'avons inventé, etc. Non, on est ridicule, et on est encore plus ridicule quand on dit qu'on n'est pas ridicule. On fait une petite pause, Michel Onfray. On vous retrouve dans un instant sur ce sujet. Et là, on écoutera le général de Gaulle parler de la relation franco-américaine, parce qu'elle est très importante. Oui. Et on va voir est-ce qu'il était anti-américain ou pas, le général. On aura la réponse dans un instant sur CNews et Europe 1. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va continuer à ausculter la relation franco-américaine qui semble chahuter ces derniers temps. Donald Trump a également annoncé qu'il voulait créer un conseil de la paix pour Gaza, qui serait une sorte de conseil de l'ONU à remanier, en tout cas à sa façon à lui. Et puis, évidemment, on a envie d'entendre le général de Gaulle sur cette relation franco-américaine, parce que, comme vous le rappeliez, il n'a jamais été dupe des intentions impérialistes des États-Unis. Qu'est-ce qu'il disait en 1965 à cette question-là? Êtes-vous anti-américain? Écoutez sa réponse. Qui a été l'allié des Américains de bout en bout, sinon la France de De Gaulle? Il n'y en avait pas eu d'autres. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver et si la liberté du monde était en cause, qui serait automatiquement les meilleurs alliés de nature, sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas? D'ailleurs, vous savez, moi je ne dis pas que les Américains sont anti-français. Et pourtant, alors, si c'est parce qu'ils ne nous ont pas toujours accompagnés qu'ils seraient anti-français, eh bien, ils ne nous ont pas toujours accompagnés.
En 1914, que voulez-vous, nous étions en guerre contre Guillaume II et les Américains n'étaient pas là. Ils sont arrivés en 1917 et ils ont fort bien fait pour eux et pour tout le monde. En 1940, ils n'étaient pas là. Et nous avons été submergés par Hitler. Et ce n'est qu'en 1941, parce que les Japonais ont coulé une partie de la flotte américaine à Pearl Harbor, que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Loin de moi l'idée de méconnaître l'immense service qu'ils ont rendu à eux, au monde et à nous-mêmes, en entrant dans la guerre en 1917 et en entrant dans la guerre en 1941. Je le sais bien. Mais enfin, je ne dis pas qu'ils sont anti-français, parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés toujours. Eh bien, je ne suis pas anti-américain, parce qu'actuellement, je n'accompagne pas les Américains toujours. Il y a beaucoup de subtilité dans ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Génial, c'est génial. C'est de la vraie politique. Pas seulement, Mais c'est de la c'est géopolitique, c'est de la géostratégie, c'est de la culture. Enfin, il dit De Gaulle, il parle de l'époque qu'il a connue, 14-18, 39-45, mais il aurait tout aussi bien pu, je ne vais pas corriger le général, mais, parce qu'il connaissait évidemment mieux que moi cette histoire, mais raconter l'importance de la France dans la constitution des États-Unis d'Amérique. Tout de même, je veux dire, avec Lafayette, avec même le roi Louis XVI, enfin, je veux dire, il y a eu quand même, qui s'est d'ailleurs considérablement endetté pour que ces guerres puissent avoir lieu et que la constitution du pays puisse exister, et l'endettement n'a pas été pour peu dans le surgissement de la Révolution française. Si vraiment on veut faire l'histoire, faisons-la, moi je suis pour. Il dit, ils ne nous ont pas toujours accompagnés, les Américains. Et il a tellement raison. C'est pas pour autant que... Ben voilà, mais il a tellement raison. Mais on ne peut pas se vendre à quelqu'un. C'est pas possible. On peut se prêter, on peut se louer éventuellement, mais pas se vendre. Il le sait bien, le général de Gaulle. Lisons véritablement l'appel du 18 juin, ce que les gens font assez peu. Mais il dit, on a perdu quoi ? On a perdu parce que pour des raisons mécaniques, nous avons une infériorité mécanique sur l'Allemagne qui, elle, avait préparé cette guerre. Évidemment, depuis le traité de Versailles, puis depuis l'arrivée d'Hitler en janvier 1933 au pouvoir, il prépare cette guerre. Donc évidemment, il fabrique des armements, des canons, des autoroutes pour permettre aussi aux armées de se déplacer. Enfin, il y a une économie de guerre. S'il y a une économie de guerre et qu'il n'y a pas de guerre au bout, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc évidemment, il sait très bien ce qui s'est passé avec les Américains qui, eux, n'ont jamais vu que leurs intérêts partout. Il le dit, ils ont pensé à eux. Et il a raison. Et après, sur le terrain civilisationnel, j'ai un projet de livre sur le général de Gaulle et Malraux et leur relation sur la question de la civilisation. Ben, vous êtes gentil, merci. Mais alors, sur cette question de la civilisation, le général de Gaulle pense que le capitalisme n'est pas défendable parce qu'il met l'argent, le pouvoir, la possession, la propriété au sommet. C'est Trump. Trump, c'est le capitalisme à l'état pur, c'est vraiment chimiquement pur. Et puis de l'autre côté, il dit les soviets, comme il disait, c'est-à-dire le régime soviétique, et il dit la dictature, la tyrannie, la fin de l'individu, les goulags, etc., etc. Et il dit ni ça, ni ça. Nous ne voulons pas d'une économie soviétique, soviétisée et avec une abolition de la propriété privée. Et puis nous ne voulons pas non plus des États-Unis où l'argent ferait la loi. Et il dit qu'est-ce qu'il nous reste ? La France. Et il dit ni l'un ni l'autre parce qu'il y a une troisième voie qui est la France. Et quand il comprend très bien mai 68, il dit quoi ? Il dit on ne va pas se tourner vers Ho Chi Minh et on ne va pas non plus se tourner vers les États-Unis. C'est-à-dire c'est pas la marijuana et c'est pas non plus les persécutions des intellectuels renonçants. Il dit c'est la France. Et quelle France ? Je vais faire paraître un Proudhon, là, dans lequel j'ai trouvé des phrases extrêmement intéressantes du général de Gaulle. Sur Proudhon, il fait l'éloge du socialisme français, le général de Gaulle. Il fait l'éloge du socialisme français. En disant pas Marx, ça sûrement pas. Mais il y a eu un socialisme français dont on ne parle pas assez. Et il cite nommément Proudhon. Et dans Proudhon, il y a une théorie sur l'association du capital-travail. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est la proposition de loi qu'il fait quand il chute au dernier référendum. Et il fait une proposition effectivement qui est française, c'est-à-dire ni américaine ni soviétique. Donc moi je veux bien que les Américains soient nos amis quand ils le sont, mais quand les Américains ne sont pas nos amis, ils ne le sont pas. Et l'honnêteté consiste à dire que si on peut faire un bout de route ensemble, tant mieux, c'est très bien, mais sinon on ne le fera pas. Et rapidement, parce que c'est la question que je posais au début de l'émission, est-ce que les Européens ne se sont pas endormis à l'ombre du parapluie américain ? Bien sûr. Ils se sont dit, ça y est, c'est acquis, c'est eux qui payent pour notre défense, on ne bouge pas. Oui, mais là, pour le coup, il faut remonter aux sources de l'Europe maastrichtienne. Et l'Europe maastrichtienne, elle se constitue contre le général de Gaulle, avec les anciens pétainistes. Philippe de Villiers a écrit un très beau livre sur ce sujet, d'ailleurs, pour raconter cette histoire. Mais les Jean Monnet, etc., sont des gens qui voulaient, à un moment donné, tellement en finir avec la France, qui voulaient l'associer à l'Angleterre pour qu'on puisse fabriquer ensuite une Europe. Le président Mitterrand, grand pétainiste devant Dieu, lui aussi a défendu cette Europe-là, qui était une Europe américaine. Je rappelle que la CIA a financé Jean Monnet.
et que Jean Monnet a été mis au Panthéon par un certain François Mitterrand. Tous ces gens-là ont voulu fabriquer la fameuse Europe maastrichtienne, qui était une Europe américaine. C'était l'Europe de BHL, du Cercle de la Raison, de Luc Ferry, enfin, comment s'appelle-t-il, Daniel Cohn-Bendit et quelques autres. Les autres étaient des nazis. Et puis en face, vous aviez Jean-Pierre Chevènement, qui disait « mais fabriquons une Europe des nations ». Et oui à cette Europe, mais oui avec une Europe des nations. Et pas un abandon aux États-Unis. Les États-Unis, s'ils sont nos compagnons, allons-y. Mais on ne peut pas dire on s'abandonne totalement à vous le jour où... Qui a été le cas aujourd'hui. Mais bien sûr. Et le jour où les Américains arriveraient à dire vous n'êtes plus nos amis. Et là on entendait tous les américanophiles nous dire jamais de la vie. Ben voilà, ils ont Trump aujourd'hui. Michel, on avance un petit peu, il nous reste beaucoup de sujets avant la fin de l'émission. J'aimerais qu'on parle des agriculteurs qui étaient réunis cette semaine à Strasbourg devant le Parlement européen. Ils ont obtenu une victoire quand même, c'est que le Parlement européen a décidé de saisir la justice européenne pour mettre un coup d'arrêt temporaire, malheureusement, au Mercosur. On va écouter quelques réactions d'agriculteurs et je vous passe la parole. Bah, c'est comme un petit soulagement quoi. Voilà, on n'a pas fait ça pour rien quoi. Du coup on est quand même content parce qu'on a été entendu et que c'est une bonne nouvelle plutôt oui. Espérons que le reste aille dans le bon sens et puis qu'on obtienne une vraie victoire quoi au bout du compte. Voilà pour nos agriculteurs. Vous comprenez leur joie, mais je vois que vous dites... se font avoir. Voilà. Se font avoir. Les paysans sont des gens de bon sens, de paroles données, qui croient à ce qu'on leur dit, pour lesquels les mots pèsent et ont un sens. Or là, ce sont des gens pour lesquels les mots servent à mentir. Étonnamment, on va savoir dans 18 mois. Et qu'est-ce qui va se passer pour le Mercosur? Qu'est-ce qui va se passer dans 18 mois? Le départ d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que, globalement, avec Mme Ursula von der Leyen, ils ont dit débrouille-toi pour faire de telle sorte que j'ai pas de problème avec mes paysans jusqu'à ce que je parte. Après, peu importe. C'est ce qu'il fait de manière intérieure. C'est-à-dire que quand on a le Premier ministre, il a pour charge de tenir 18 mois. En 18 mois, après, la France, elle peut s'en... Et puis voilà. Moi, je vous prends le billet que dans 18 mois, quand Macron ne sera plus président de la République, on reviendra à des arguties de magistrats qui auront expliqué que oui, bien sûr, mais on a plaidé, et puis que hélas, ça fait 25 ans qu'on travaille, etc. Ces gens travaillent depuis 25 ans à l'anéantissement de l'agriculture. Et là, on leur dit, bon, on va voir, on va rencontrer quelques juristes, et dans 18 mois, on vous redira. Et quand j'ai de la peine à entendre ces paysans dire « Ah, on a quand même un peu gagné, on a quand même avancé ». Ils ont perdu. Ils sont juste en train de se faire avoir, comme les peuples se font avoir, de manière intérieure ou de manière européenne ou de manière extérieure, parce que ces gens lamentent. Ils sont au pouvoir, ils veulent y rester. Et l'obsession de Macron, c'est pas la France. L'obsession, c'est de rester au pouvoir tranquillement jusqu'au bout. Donc si ça permet de dire les paysans rentrent avec leur tracteur en disant bon, on a gagné un combat, dans 18 mois on en reparle, dans 18 mois ce sera plié. On parle de la justice, Michel. Évoquons Marine Le Pen, qui est en procès devant la Cour d'appel de Paris. Elle a été questionnée cette semaine longuement par les juges. Finalement, ce sont 3 juges qui vont décider que si elle peut se présenter ou non à l'élection présidentielle. Ils vont évidemment décider de la peine la concernant dans l'affaire des emplois des parlementaires européens. Mais in fine, ils vont avoir un impact sur l'élection présidentielle. Mais oui. Et quand je vous dis qu'il y aurait une histoire à faire de l'économie des peuples, mais ce serait déjà bien de faire un livre uniquement sur ce sujet, mais l'économie du peuple français depuis 1992, ça passerait par là. Ce serait obligatoire de regarder les 3 costumes de Fillon. Cet homme tombe, chute, parce qu'on lui a offert des costumes. Et puis parce que sa femme était assistante parlementaire et peut-être ne faisait pas le travail qu'on a dit qu'elle faisait. Ce qui était le cas de bon nombre de députés, de sénateurs ou d'élus de la République. Tout le monde le sait. Dès que vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit je suis sceptique à l'endroit de l'Europe maastrichtienne, etc., il faut absolument me virer ce candidat. Il faut en trouver un autre à la place. C'est pour ça que Marine Le Pen a très bien compris que globalement, et qui plus est avec Jordan Bardella, elle laisse Bardella faire ce travail pour éviter qu'on lui fasse savoir qu'elle est dans la contradiction. Mais d'un seul coup, mais l'Europe, c'est pas si mal que ça. Schengen, on n'y touche pas. L'euro, c'est fantastique. Non, on va peser. Les peuples vont peser pour faire de telle sorte que c'est pas si mal que ça. Si, c'est pas bien. C'est un dispositif qui nous fait renoncer à notre propre souveraineté. Si nous renonçons à notre souveraineté, nous ne pouvons pas faire de politique. Madame Le Pen, si elle arrive au pouvoir et qu'elle ne touche pas à l'Europe, elle ne pourra pas faire sa politique. Donc elle va encore décevoir les gens. Donc moi je pense qu'il faut, c'est comme avec Nicolas Sarkozy, je veux dire qu'on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais pas dire tant que l'appel n'est pas décidé, enfin que le jugement n'est pas prononcé en appel, vous allez tout de même
en prison. Et là, on devrait pouvoir dire, oui, il y a deux choses. Il y a une première chose, le fait que vous ayez utilisé cet argent comme il n'aurait pas fallu l'utiliser, comme pratiquement tout le monde l'utilise, globalement, si vraiment on veut... En tout cas, à l'époque. À l'époque, bien sûr. Je parle de l'époque où le Rassemblement national s'appelait Front National, je pense même, déjà. Et donc, et puis dire après, autre chose est le fait que vous puissiez vous présenter aux élections présidentielles. Quand je pense qu'on a interdit à Nicolas Sarkozy d'avoir l'autorité parentale, par exemple. Mais jusqu'où ça va ? La folie des juges qui s'en viennent nous dire, vous n'aurez pas le droit d'être père, vous n'aurez pas le droit d'être candidat, vous n'allez pas pouvoir, etc. Et Marine Le Pen, vous n'allez pas pouvoir. Mais là encore, laissez le peuple faire. Et si le peuple peut concevoir que de temps en temps, des enveloppes qui ont été données à des députés européens, qui sont aussi des attachés parlementaires, qui eux également travaillent dans le parti, de temps en temps, effectivement, peut-être un café a-t-il été payé avec l'argent qui n'aurait pas permis de le payer à Paris, mais de payer le café en Europe. Personne n'est dupe, c'est de la politique tout ça. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On parle de souveraineté, on parle de peuple, Michel. Et on va parler de Louis XVI, parce que, vous me l'avez rappelé, c'était l'anniversaire de la décapitation de Louis XVI, condamné à mort par la Convention, exécuté le 21 janvier 1793, lors de la Révolution française. « Je meurs innocent », a-t-il dit. Pourquoi est-ce que vous y voyez une signature jacobine et maçonnique par excellence? Expliquez-moi ce que vous voulez. Oui, maçonnique parce que Guillotin a inventé la guillotine et que Guillotin était franc-maçon. Je ne pense pas qu'il y a eu une histoire un complot. La Révolution française aurait été maçonnique. Je ne défends pas cette idée-là. Mais il se fait que Guillotin était franc-maçon, qu'il invente une guillotine et que la guillotine, c'est le symbole de la peine de mort. Et je trouve étonnant que les républicains, qui nous font savoir que la République, c'est le Graal, c'est formidable, c'est fantastique, c'est merveilleux, ont tué un innocent. Parce que, d'abord, on n'est pas coupable d'être roi, puisqu'on a hérité de la royauté et qu'on sait comment les choses se passent, mais que vous aviez des Saint-Just ou des Robespierre, les amis de M. Mélenchon, et les amis des amis de M. Mélenchon, qui nous disent que la fonction est coupable. Donc, c'est-à-dire qu'à une époque, par exemple, chez les communistes, au Cambodge, vous aviez des lunettes, vous étiez un intellectuel, on avait le droit de vous tuer. Moi, j'ai lu une biographie de Louis XVI par quelqu'un qui était mon professeur de philosophie à l'université de Caen, qui était Alexis Filonenko, qui m'a changé le regard sur Louis XVI, qu'on nous présentait comme un roi ceci, un roi cela, etc. Un roi très intellectuel, très lecteur de philosophie, très intéressé par la cartographie, par le nouveau monde, par la possibilité, en relation avec les États-Unis dont nous avions parlé tout à l'heure, lecteur de Hume, correspondance avec Hume, grand lecteur de Rousseau, etc. Personnage qui a eu le souci de son peuple. Je crois que la France insoumise souhaiterait, en cas de victoire de leur liste à Rennes, non c'est Rennes ou Nantes, à Nantes, supprimer la seule statue qui existe en France de Louis XVI, tout de même. On peut imaginer que ça devrait pouvoir être acceptable, une statue de Louis XVI, une seule en France. Non, pas du tout. Il faut la mettre dans un musée avec une explication. On nous dit, il n'est pas bien, il n'est pas gentil, il est méchant, etc. Il n'a pas fait tirer sur son peuple, lui. C'est-à-dire que ces gens qui défendent Mao, Pol Pot, qui défendent Staline, qui défendent Lénine, tous ces gens qui ont fait tirer sur leur peuple, qui ont tué leur peuple, etc., si vraiment il avait fait tirer sur son peuple, je vous assure que si ça avait été Louis XIV, ça ne se serait pas passé comme ça. Et que Louis XIV, lui, aurait fait tirer sur le peuple. Je rappelle les dragonnades, la révocation de l'édit de Nantes, etc. Vous aviez une espèce de personnage autoritaire avec Louis XIV. Ça n'était pas le cas de Louis XVI, qui, dès le départ, a voulu prendre en considération ce qu'on appellera le girondisme après, c'est-à-dire que le pouvoir des provinces et des parlements provinciaux. Donc c'est quelqu'un qui volontairement voulait... Il y avait une dette extrêmement importante, une dette contractée notamment avec les aides aux Américains, dont n'a pas parlé le général de Gaulle. Et c'est pas du tout l'abruti qu'on raconte. On dirait il s'occupait de serrures, etc. Pas du tout. On estimait que dans l'éducation d'un roi, il fallait qu'il connaisse un métier manuel. Et Louis XVI avait appris la menuiserie, et Louis XIV la menuiserie, et Louis XVI avait appris la serrurerie. Et pas du tout parce que c'était un pauvre type qui, etc. Et on dit, à 14 juillet 89, il y a la Révolution française, et sur son agenda, sur son truc du jour, rien à signaler. Ou rien à dire, ou RAS, ou quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'il notait ses parties de chasse. Il n'avait rien tué ce jour-là. Et personne ne sait que le 14 juillet 89, c'est le 14 juillet 89. C'est par la suite qu'on va écrire cette histoire. Évidemment. Et donc, c'est injustement qu'on a tué cet homme. Et je trouve que tous ces gens qui nous disent, d'Inter, l'abolition de la peine de mort, mais c'est tellement bien, la Révolution française qui a tellement décapité. J'ajoute que la Révolution française, les Jacobins ont tué 2 rois. Quand Louis XVI meurt, Louis XVII, dernier duc de Normandie d'ailleurs,
devient roi, de facto. Il n'y a pas la cérémonie du couronnement, etc. Mais il le devient. Quand le roi meurt, on dit le roi est mort, vive le roi, parce qu'effectivement, Louis XVII l'est devenu. Louis XVII meurt à 10 ans au Temple, après avoir été torturé pendant 2 années par les Jacobins. Et quand je dis torturé, c'est-à-dire privation de sommeil, on le réveille la nuit en lui mettant des seaux glacés sur la tête, il ne se lave pas, on ne lui donne pas à manger, on ne lui coupe pas ses ongles, il déclenche des maladies, on ne lui parle pas, on le met totalement à l'isolement, on lui fait chanter des chansons révolutionnaires, on lui fait boire de l'alcool à cet enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc la Révolution française, c'est ça. Alors je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faudrait restaurer la monarchie, mais simplement restaurer la vérité en histoire et arrêter de dire qu'il y avait le bien, le mal, etc. Des gens qui décapitent et qui estiment que l'instrument de la libération, c'est la guillotine, ce ne sont pas mes amis. Le point philo, Michel, il faut absolument, il nous reste peu de temps, il faut absolument qu'on passe à Albert Camus, ses Chroniques algériennes. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre-là aujourd'hui ? J'aurais pu choisir la réflexion sur la peine capitale, eu égard à ce qu'on vient de se dire sur la guillotine, et on aurait pu parler donc de Camus. On aurait pu aussi parler de L'homme révolté, où justement il fait l'éloge de la révolte, pas de la révolution qui elle, décapite. J'ai souhaité parler de Camus parce que, d'abord, on a parlé de Sartre, l'existentialisme, métahumanisme, etc., et qu'on ne lit pas bien Camus. C'est-à-dire qu'on lit bêtement les prescriptions scolaires, l'étranger, encore aujourd'hui, on dit « Ah oui, mais il m'enseigne quelqu'un qui tue un arabe, regardez, c'est un méchant colon, etc. » Le décolonialisme touche aussi, hélas, Albert Camus. Ça, ce sont des chroniques qui ont été écrites sur la guerre d'Algérie jour après jour. Et 39-58. Jusqu'à 58. Et donc, il dit un certain nombre de choses extrêmement intéressantes. Misère en Kabylie, par exemple, est un texte qui, dans les années 30, lui permet de dire ce qu'est le colonialisme et que ça ne doit pas durer. Je rappelle qu'à cette époque-là, M. Sartre et Mme Simone de Beauvoir s'en vont au consulat d'Italie pour pouvoir avoir des billets à prix réduit, pour pouvoir passer des vacances en Italie. Il faut juste aller visiter une exposition fasciste. M. Sartre et Mme Simone de Beauvoir y vont. Donc lui, à cette époque-là, Albert Camus, il dénonce le colonialisme en disant « ça n'est pas acceptable ». Et puis par la suite, il dit « mais la violence n'est pas acceptable ». Son père a vu des décapitations, il était pour la peine de mort, et quand il est rentré, il a vomi sur le lit en disant « plus jamais de la vie ». Et Camus a dit « comment peut-on faire de la politique sans décapiter, sans terreur, sans terrorisme, sans mensonge, en faisant de la morale ?» Le contraire de Sartre. Et là, il nous dit, voilà comment on s'y prend avec l'Algérie. Il y a 10 millions de personnes, il y a 9 millions d'Algériens, disons ça comme ça. Il y a des Kabyles, il y a des Berbères, il y a des Turcs, il y a des gens qui viennent de partout. Il y a 1 million de gens qui viennent du territoire européen. Et dans Le Premier Homme, qui est son roman inachevé, hélas, il raconte ce que c'est, que ses parents qui arrivent là, le colonialisme, c'est pas du tout le type avec son cigare assis sur l'aile d'une très grosse voiture en disant « je vais vous humilier ». Je rappelle que le père de Camus était ouvrier agricole et que sa mère était femme de ménage. Et si c'est ça, les colons. Donc il dit, mais on doit pouvoir faire, et c'est là que la chose est intéressante, une proposition qui ne soit pas jacobine. Le jacobinisme, c'est un État, un drapeau, une monnaie, un hymne, etc., etc. Et puis, tout ce qui n'entre pas là-dedans, on détruit, on casse, etc. On détruit les régions, on interdit les Bretons de parler le breton, les Corses de parler le corse, etc. Et là, il dit, on doit pouvoir fédérer ce qu'il appelle les douars communes. Le douar, c'est la commune, en disant, on peut faire un communalisme libertaire. Et faire de telle sorte que plutôt que de dire, on va mettre 1 million d'Européens à la mer, ou de leur dire, vous rentrez chez vous, dit, mais rentrez chez moi, ça veut dire quoi ? Je suis né là, mes parents sont nés là. Et il dit, on doit pouvoir fabriquer une fédération, un État girondin. Et si on avait estimé qu'il y avait une autre solution que la solution jacobine, nous pourrions régler des problèmes comme la Russie et l'Ukraine. Nous pourrions régler des problèmes comme la Palestine et les Israéliens. Nous pourrions régler des problèmes avec plein d'endroits dans le monde où vous avez la possibilité de faire cohabiter et coexister des gens ensemble. Vous parliez tout à l'heure de la Palestine, mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à la diaspora palestinienne de décider de son avenir, où on aurait, quand vous avez un chirurgien new-yorkais, quand vous avez un dentiste qui vit à Canberra, quand vous avez des Palestiniens, je parle, et des universitaires, des chercheurs, des intellectuels, etc. On devrait pouvoir dire, mais si nous faisions quelque chose qui soit hors logique jacobine, avec du fédéralisme, avec la possibilité de s'entendre les uns les autres. Pourquoi pas non plus cette Europe fédérale qui fait que chacun reste identique à lui-même, peut vivre son identité, et on peut vivre ensemble. Camus a cet accident de voiture, il ne peut pas défendre cette thèse-là, et on sait que c'est la thèse de Sartre qui triomphe, et Camus disait à l'époque, mais je ne veux pas des chars de Staline avec le Coran qui ferait la loi en Algérie. On a aujourd'hui avec le FLN au pouvoir ce que craignait de voir advenir Albert Camus. Merci beaucoup Michel Onfray, c'était passionnant de vous écouter tout au long de cette émission. Merci à vous, merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs qui sont toujours aussi fidèles, et ça, on est très heureux. Oui. Et on vous retrouve la semaine prochaine.